Ouais, bonjour tout le monde, on est en live avec euh, Peggy Van Desplash. Peggy, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, ça me fait plaisir d'être avec toi, Julien. Puis, donc, pour ceux qui connaissent pas Peggy, Peggy est quelqu'un qui est sur tous les conseils d'administration de FinTech au Canada, basée à Toronto. C'est une ancienne vice-présidente innovation à la CIBC. Elle travaille beaucoup en FinTech et avec l'industrie traditionnelle des services financiers. Puis, je trouvais ça intéressant d'avoir ton opinion, Peggy, sur l'avenir justement des FinTech et des services financiers, d'autant plus que tu fais justement puis les gens qui nous écoutent devraient aller voir les entrevues que Peggy fait avec tous les leaders justement de l'industrie des services financiers puis des fintech. Tu fais du super bon travail, puis tu donnes la place aux autres à savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Moi, je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu penses, puis j'imagine que ta vision est influencée par tous les gens super intéressants que tu as interviewés. Pour commencer, je t'ai introduit brièvement. Peux-tu nous dire, toi, comment tu te présentes, puis qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, salut, donc Peggy, 43 ans, j'habite à Toronto, originaire de France, j'imagine vous l'entendez à mon accent. Ça fait 17 ans que je suis au Canada et comme Julien le disait, mon background est en finance. Je suis tombée en technologie il y a peut-être 15 ans. Je travaillais chez CGI à Montréal à l'époque. Okay. C'est là où j'ai appris mon software et puis vraiment, je suis tombée amoureuse de tout ce qui était à l'intersection entre les services financiers et la technologie. Donc maintenant, c'est ça, je m'éclate là-dedans. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, alors j'ai une boîte de conseil et comme tu disais, j'aide des fintechs, j'aide des entreprises un peu plus grosses comme des banques ou des fonds de pension, soit pour tout ce qui est transformation digitale, mais aussi pour tout ce qui est investissement. Donc, quand tu as des fonds d'investissement qui veulent investir puis qui veulent faire de la due diligence, mais aussi s'ils veulent mettre en place des partenariats stratégiques entre ces compagnies et eux-mêmes. Je fais toutes ces choses-là. Donc, dépendamment du client, je fais des choses différentes. Puis c'est quoi ton premier souvenir lié à l'argent? Écoute, je pensais à ça. Mon premier souvenir lié à l'argent, mes parents ont divorcé quand j'étais toute petite, et puis mon frère et moi, on allait voir mon père un week-end sur deux. Et pendant ces 2 semaines, lui mettait tous ses petits sous dans une sorte de timbale. Donc mon grand plaisir, dès que j'arrivais chez lui, c'était de compter l'argent. Donc j'avais parfois encore mon manteau sur le dos et je comptais l'argent qui était après séparé entre mon frère et moi, 50-50. Et en général, c'est combien d'argent? Oh, écoute, c'était en francs, là. Combien de Peut-être, francs? c'était peut-être 100 francs à l'époque. Tu sais, ça dépendait aussi des semaines de mon père, j'imagine. Donc, il y avait des grands degrés de variabilité, on va dire. Puis, c'était quoi ton revenu l'année dernière? Personnel? Alors, mon revenu l'année dernière comme consultante était d'environ 200-250 000 dollars. Mes revenus, puis je sais qu'on va en parler un petit peu, varient énormément dépendant de ce que je fais. Quand j'étais VP Innovation, évidemment, c'était beaucoup plus profitable. Et dépendamment des clients que j'ai. L'année dernière, j'ai travaillé sur une grosse transaction pendant presque 9 mois. Donc, quand c'est comme ça, tu vis sur tes économies. Donc, je sais que ta prochaine question, c'est mes actifs. Oui, c'est ça. C'est quoi tes actifs nets? Mes actifs, c'est zéro, dans le sens où tout ce que je fais, je le réinvestis dans mon business. Donc, quand je travaille pas pendant un an et que je dois payer des voyages, toutes les choses pour faire tourner un business, comme tu le sais, je le fais sur mes économies. Donc, je te dirais que les actifs, ça vient de mon mari, ça vient pas de moi. Là, tu pourrais dire que ta business a une valorisation X, mais je sais pas si tu as fait l'exercice. Tu sais, tout ce qui est conseil, c'est difficile de vraiment faire une valorisation parce que sans moi, il n'y a rien. Donc, bon, à moins que je me vende, mais il y a pas grand-chose, il y a pas grand-chose à ce niveau-là. OK. Puis ton conseil le plus puissant pour s'enrichir? Disons que j'ai deux conseils. Le premier, qui est vraiment en ligne, à vrai dire, avec ce que vous faites, c'est vraiment cette idée de budgéter puis d'analyser où est-ce que l'argent passe. Et puis évidemment d'investir. Cette idée que les petits ruisseaux font de grandes rivières, j'y crois vraiment. Donc vraiment allouer toutes ces petites sommes pour vraiment investir. Le deuxième, c'est vraiment cette idée de mindset. Et on a tous des croyances familiales, des croyances liées à nos pays, nos religions. Puis c'est très, très important de mon point de vue pour s'enrichir
de regarder ses croyances, ses mindsets et de se rendre compte, est-ce qu'on a des idées qui nous sont passées par nos parents ou nos cultures qui sont contraires à s'enrichir, même si c'est inconscient. Puis ça, je t'avouerais que c'est même plus important que quoi que ce soit de mon point de vue. Puis, est-ce que tu as un exemple? Est-ce que toi, tu avais des mindsets ou des idées qui... Énormément. Écoute, tu sais, j'ai eu toutes les histoires de l'argent ne pousse pas sur les arbres ou on n'est pas Rothschild. Donc, il y avait toujours cette idée de dire que, écoute, je viens d'un milieu assez défavorisé. Ma mère m'a élevée seule avec mon frère, puis elle avait pas d'éducation. Donc, l'argent, c'était un sujet très, très, très sensible. Et on a été élevé dans cette idée de manque et de peur constante par rapport à l'argent. Donc, que tu le veuilles ou non, tu arrives en adulte, tu as ça en toi. Donc, pour moi, c'était vraiment, vraiment important de travailler là-dessus pour m'assurer que je ne me trimballe pas ces croyances négatives jusque dans ma tombe. OK. Puis, avant d'entrer dans le cœur du sujet, puis que je te pose des questions sur l'avenir des fintech puis des services financiers, j'étais curieux justement de savoir pourquoi t'as quitté le monde corporatif pour devenir consultante, puis investisseur, puis de siéger sur des conseils d'administration. Et je me disais aussi, tu sais, présentement, avec la pandémie, je vois plein de gens qui se remettent en question puis qui se disent, est-ce que j'ai vraiment envie de faire X? J'aimerais plutôt faire Y. Donc, je serais curieux de savoir c'était quoi ton cheminement, parce que j'ai l'impression, comme tu le mentionnais, que c'était pas un moyen de faire plus d'argent. Bah, disons qu'en tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais tu sais, il faut toujours regarder ton net present value. Les gens qui travaillent dans des grandes entreprises pensent que c'est la stabilité. C'est pas forcément le cas. Oui, c'est sûr que tu dois pas aller chercher des clients tous les jours ou comme toi construire un business. Mais si tu t'endors, tu peux te retrouver après 10 ans dans la même entreprise à la porte et t'as aucun réseau, t'as jamais rien fait d'autre chose que travailler chez CIBC, puis tu peux pas être employé ailleurs. Donc le risque peut être, à vrai dire, plus élevé que de faire ce qu'on fait. De mon point de vue, écoute, j'ai toujours eu une mentalité un peu plus entrepreneuriale. J'aime les grosses organisations parce qu'évidemment, tu arrives avec un pouvoir incroyable. Ça t'ouvre énormément de portes et tu travailles avec des gens qui en général sont quand même assez bons dans ce qu'ils font. Mais j'aime aussi beaucoup le côté entrepreneurial. Donc ce que je fais, j'aime beaucoup l'opportunité de travailler avec des entrepreneurs comme toi, mais aussi des grandes organisations comme un BMO, comme un Power Financial, et essayer de tirer le meilleur de chaque groupe et si possible de les mettre en relation pour qu'ils travaillent ensemble. Puis ça, c'est vraiment des choses qui m'éclatent. C'est pas forcément facile de faire ça dans une grande organisation, donc je t'avouerai que j'ai pris la décision de le faire par moi-même. Si demain je pouvais travailler chez Blackstone et faire ça avec leurs 200 compagnies en portefeuille, ça m'éclaterait autant. Donc tu vois, c'est un peu le rationnel ici. OK. Puis, c'est ça, justement, tu sais, dans la mesure où tu interviews des CEO en FinTech et plein de gens, justement, sur la nouvelle, je pense que tu appelles ça la nouvelle normalité dans l'industrie des services financiers. Pour les gens qui nous écoutent puis qui ont un conseiller, à quoi tu penses que le futur du conseil financier va ressembler? Je pense qu'une des choses qu'on a vues, c'est que l'approche traditionnelle où c'était tout le temps d'aller visiter le client chez lui ou de le faire venir dans des bureaux, ça, c'est la partie visible, là. Il semble qu'on ait trouvé des moyens alternatifs, mais il y a des choses qu'on va garder de ça, là, au-delà de dire, OK, on fait du Zoom. Je serais curieux d'avoir ton opinion à toi. Je pense que la crise accélère énormément de tendances qui existaient déjà. Donc, ce côté hybride d'avoir toujours des conseillers, pardon, j'allais parler en anglais, des conseillers qui sont augmentés par une plateforme électronique, plutôt que de dire soit c'est un robot, soit c'est un advisor old school qui vient chez toi. Le combo des deux est probablement ce qui va devenir de plus en plus la norme. Que je vois évidemment avec la crise. Puis bon, c'est assez difficile de savoir comment les choses vont tourner dans 3-6 mois, mais il va falloir évidemment, on a des gros niveaux de dette
au Canada, que ce soit au niveau personnel et au niveau du pays. Je pense que tu vas voir probablement moins de dépenses discrétionnaires, plus tu dois probablement déjà voir ça toi-même avec tes clients, plus d'économies, mais aussi ce côté un peu moins consumériste. Je pense que pendant la crise, beaucoup de gens ont pris du recul sur ce qui était important. Et beaucoup de nous se sont aussi rendus compte que peut-être que beaucoup de choses qu'on consommait n'avaient pas lieu d'être. Donc, tu vas avoir ces changements d'attitude qui vont aussi impacter la façon dont l'argent est géré, de mon point de vue. Puis un des phénomènes qui était peut-être pas si prévisible que ça, puis c'est très documenté aux États-Unis, beaucoup moins au Canada, mais le même phénomène se produit, c'est qu'il y a plein de nouveaux investisseurs qui connaissent peut-être pas grand-chose de la bourse et qui s'en vont aux États-Unis, s'en vont sur Robinhood, qui est une application de courtage, qui est un courtier qui permet de transiger gratuitement. Au Canada, ils s'en vont sur Wealthsimple Trade, qui est un produit qu'a lancé là, il y a quelques mois Wealthsimple, quelques mois ou peut-être un an, mais ça fait pas très longtemps, et qui permet de transiger gratuitement sur les titres canadiens. Pour ceux qui nous écoutent, pas tout à fait gratuitement sur les titres américains parce qu'il y a des frais quand même assez élevés de taux de change, qui est leur moyen de monétiser l'entreprise. Mais ça devient beaucoup plus accessible. On peut, demain matin, acheter une action d'une entreprise qu'on aime, je sais pas, Canadian Tire, et pour le prix d'un marteau, là, je sais pas c'est quoi le titre de Canadian Tire, mais on peut mettre, mettons que c'est 42 $, on peut juste investir 42 $, il n'y a pas de frais, de maintien de compte ou quoi que ce soit, donc ça devient logique d'investir un 42 $. Avant la gratuité, il fallait souvent mettre au moins 1000 $, puis il y avait un 10 $ de frais, donc il fallait faire traditionnellement, c'était des blocs de 100 actions pour les gens qui sont un peu plus vieux. Donc, et c'est ça. Donc, aux États-Unis, j'ai vu plein de reportages sur des gens qui savaient pas trop qu'est-ce qu'ils faisaient, sur une compagnie de location de voitures, Hertz, en faillite, qui a attiré des tonnes d'investisseurs pour des raisons que personne n'a réussi à comprendre. Est-ce que tu penses que c'est dangereux? Est-ce que tu penses que c'est positif parce qu'il y a une nouvelle génération qui s'initie au fonctionnement de notre système financier? C'est quoi ton opinion là-dessus? Disons que je pense que c'est bien qu'il y ait une nouvelle génération qui s'initie aux services financiers puis à la bourse. Je pense pas que ce soit le bon moment pour faire ça, malheureusement, dans le sens où si tu regardes, les valuations sont extrêmement élevées et totalement, de mon point de vue, déconnectées de ce qui va se passer dans la réalité. On va voir, de mon point de vue, des faillites en cascade. Et je pense que ces gens prennent énormément de risques avec leur argent. Puis le pire, c'est que je pense que beaucoup de cet argent, ce sont des chèques du gouvernement pour supporter les gens qui sont sans emploi. Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure façon d'utiliser leur argent. Mais encore une fois, tu vas probablement avoir quelques histoires de personnes qui auront beaucoup de succès, puis on parlera beaucoup moins des 95% qui eux, auront perdu une partie significative de leur argent. Puis je suis curieux de t'entendre parce que c'est une question que j'ai posée à plein de gens, puis surtout les économistes me donnaient des réponses puis c'est la nature d'un universitaire de donner des questions, tu sais, parce qu'il y a plein de paramètres. Mais sur la surévaluation des marchés, on a atteint, puis là, ça dépend des jours, là, mais on a à peu près atteint, à un moment donné, exactement, le marché avait tout repris ce qu'il avait perdu en mars. Et on a un taux de non-emploi qui n'est pas le même que le taux de chômage, parce que les gens qui ne cherchent pas, pour ceux qui nous écoutent, ne sont pas sur le chômage, mais on pourrait avoir jusqu'à 40% de gens qui sont en non-emploi, ce qui est vraiment étonnant. Et donc, c'est sûr que la production et la consommation est en baisse, puis les compagnies valent la même chose. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec ça? C'est quoi ton opinion? Je pense que tu as la réponse dans ta question. Là. Je pense que j'ai probablement la même opinion que toi, que tout ça va se péter la gueule à un moment plus ou moins défini. Écoute, c'est incroyable de voir, si tu compares à 2008, et la baisse du niveau du GDP qui devait être, je pense, de 5% à l'époque sur 4 ou 5 trimestres. Ici, tu dois être à une baisse qui est 3 fois plus élevée sur un trimestre. Et les marchés des capitaux n'ont pas changé les valorisations. Pour moi, ça paraît complètement fou. Mais c'est exactement la même histoire que 2008. Tant que la musique ne s'arrête pas,
Hmm. Les gens continuent à tourner autour des chaises, ce qui me paraît aberrant, mais je Oui. pense qu'on n'apprend jamais. Hmm. Puis, est-ce que les professionnels de l'industrie se préparent à ça? Parce que une des raisons pour laquelle, puis il y en a sûrement plusieurs, ce marché-là est aussi élevé, c'est que quand on a des capitaux à gérer, il faut les mettre quelque part. En plus, avec le gouvernement qui imprime de l'argent, il y a de l'inflation, on ne peut pas être en cash. Sûrement, ça ne fait pas responsable non plus. Donc, où est-ce qu'on déploie le capital? Puis aussi, pour les gens qui nous écoutent, je sais que t'es pas personne ne peut prédire l'avenir, mais est-ce que, les professionnels modifient les portefeuilles en fonction d'une surévaluation qui semble relativement évidente, puis deux, ça serait quoi la chose à faire pour quelqu'un qui a son propre capital? Quand tu es un gestionnaire de portefeuille, comme tu dis, tu as beaucoup, beaucoup de gestionnaires de portefeuille qui doivent être fully invested. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas s'asseoir sur du cash. Donc, ils doivent de toute façon avoir leur argent dans différentes parties du système financier. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de choisir la moins mauvaise solution, entre guillemets, la compagnie qui, quand tout va s'écrouler, va peut-être s'en tirer mieux que les autres. Donc là, c'est un peu ce qu'ils font. De mon point de vue, qu'est-ce que je ferais avec mon argent? Qu'est-ce que je fais? Écoute, j'investis pas maintenant dans tout ce qui est dette. Et ça fait 20 ans que tu as un bond rally qui est assez extraordinaire. Les gouvernements sont endettés comme il n'y a pas de, les taux d'intérêt sont extrêmement bons, donc je prends pas de dette. Tout ce qui est equity, j'ai vraiment pas confiance non plus, donc c'est vrai que c'est pas quelque chose dans lequel j'investirais aussi. Je sais que le cash, c'est pas quelque chose sur lequel les gens sont très excités à ce moment-là, mais c'est probablement la solution la plus sûre. J'irai pas investir dans quoi que ce soit sur le marché des dettes ou equity maintenant. Puis, ou les commodités, est-ce que c'est quelque chose... Écoute, commodité, bon, il y a toujours évidemment l'or que tout le monde utilise quand il y a que ce soit qui est inflation, déflation, crise, boum, les gens vont investir dans l'or. Mais je t'avouerai que c'est pas forcément le genre de choses. Je suis pas une experte. Je peux pas d'un côté te dire, écoute, les gens investissent dans des choses qu'ils connaissent pas, ça va se terminer en larmes, et puis le faire moi-même, tu sais. Donc, I'm not a commodity trader. Tu sais, donc, Génial. Puis, tu sais, pour revenir au FinTech, une des choses que beaucoup de gens qui observent le marché, j'ai l'impression que la promesse des FinTech a été un peu décevante. Puis, je me souviens, puis j'avais vu un super article, je pense, de Claire O'Hara du Globe and Mail sur Wealthsimple, puis comment il y avait des gens qui prédisaient que les robots conseillers allaient prendre 30% des parts de marché de la gestion de patrimoine. Puis là, je parle de gestion de patrimoine parce que nous, on a commencé par là, mais on pourrait parler aussi des néobanques et etc. Et finalement, on se rend compte que leurs parts de marché sont minimes. Là. J'aurais du mal à qualifier la part de marché de Wealthsimple, mais je pourrais dire que c'est moins d'1%, et incluant tous les robots conseillers au Canada. Aux États-Unis, selon moi, ça tourne à peu près autour du même, parce que le marché est beaucoup plus gros. Est-ce que c'est une promesse non remplie? Est-ce que l'industrie a comme surestimé la contribution de l'expérience utilisateur puis de la technologie au marché? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a aussi le FinTech B2C et le FinTech B2B. Oui. Je pense que le FinTech B2B délivre beaucoup plus que le FinTech B2C. Si on focalise sur le FinTech B2C, je pense qu'il livre en Inde, en Chine, en Amérique du Sud, dans les pays qui n'avaient pas de système financier très solide. Si on parle du Canada, pour être précis, écoute, on est dans un système oligopolistique, comment vas-tu vraiment pouvoir être en compétition avec TD, avec la Banque nationale pour pouvoir aller attirer des actifs financiers ou quoi que ce soit, quels que soient les services que tu vends. Donc, je pense que j'irais pas dire qu'elles n'ont pas délivré. Je pense que c'est simplement que c'était pas réaliste. Les attentes que les investisseurs peut-être avaient à ce niveau-là. Si tu connais un peu le système financier au Canada, il n'y avait aucune chance que ça puisse marcher de toute façon dès le début. Donc, est-ce que tu penses qu'on va voir, aux États-Unis, il y a quand même, puis en Europe, on a N26, puis il y en a quelques-unes aux États-Unis également.
Là, présentement, au Canada, on a plus des cartes de prépayés qui sont pas vraiment des vrais compétiteurs des banques. Mais je sais que Questrade a annoncé il y a quelques mois qu'elle allait vraiment aller chercher une vraie charte bancaire. Je ne sais pas s'ils vont aller jusqu'à la fin du processus. Questrade, qui est un courtier indépendant en ligne au Canada, qui est quand même compétitif. Je pense que c'est le plus gros indépendant. De l'autre côté, Wealthsimple semble, justement, je pense qu'ils ont leur propre carte prépayée ou quelque chose comme ça. Ils semblent vouloir, ou ils ont des comptes d'épargne. Ils n'ont pas le droit de dire que c'est des comptes d'épargne. Là. C'est des comptes de courtage rémunérés, c'est ça. Mais il semble, puis c'est sûr, Wealthsimple appartenant à Power Corporation qui a des poches profondes, on pourrait imaginer, est-ce que tu penses avoir des nouveaux entrants? Tu sais, le seul nouveau entrant que je vois dans les dernières décennies, c'est ING Direct Canada, qui est aujourd'hui Tangerine, qui semble avoir atteint une taille critique pour qui lui permet d'être profitable. Est-ce que tu penses qu'il y a de la place pour des nouveaux entrants au Canada ou Le Canada, on est quand même dans une situation différente aux États-Unis. Tu as tellement de gens qui sont unbanked. Donc, tu peux aussi je veux dire, les cibler, mais aussi tu as une multitude d'institutions financières, ce qui n'est pas notre cas ici. L'un des soucis également au Canada, c'est qu'on est 35 millions d'habitants. Beaucoup de compagnies, ça vaut pas forcément le coup d'aller commencer quelque chose et de focaliser sur le Canada versus l'Europe, qui évidemment, comme les États-Unis, a un marché significatif. Alors, tu Revolut, évidemment, et ici, même Silicon Valley Bank, qui est plus traditionnel, est venu ici, mais que tout le monde a beaucoup de difficultés à réussir à prendre des parts de marché aux grandes banques. Pour pouvoir prendre des parts de marché, il faut dépenser énormément d'argent, comme ING Canada l'avait fait en marketing et en étant visible. Et puis ça devient cette prophétie qui se réalise. Tu veux pas dépenser d'argent pour être visible. Bon, bah t'as pas de clients. Comme t'as pas de clients, tu veux pas. Donc il y a rarement, je dirais, une volonté très forte des joueurs internationaux de venir au Canada, et s'ils viennent, c'est toujours ils trempent le pied puis ils repartent. Des joueurs locaux, écoute, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont vu des organisations qui n'ont jamais réussi à vraiment décoller et qui se transforment de B2C en B2B. Qui utilisent la technologie, les processus qu'ils ont construits pour servir leurs clients et qui fournissent ces solutions à des institutions financières qui étaient censées être leurs compétiteurs 5 ans auparavant. Donc, je pense que la situation au Canada, B2C, est très difficile. J'avais déjà eu une conversation avec un fondateur de FinTech canadien, puis il dit on était tous B2C au début, on voulait tous être B2C, puis 5 ans plus tard, ceux qui n'ont pas fait faillite sont devenus B2B. puis Arbekin en fait partie aussi. On fait encore B2C, mais on fait du B2B et du B2C, et puis il y a la profitabilité plus importante au niveau B2B. Là. Exactement. Et puis ta valorisation. Je veux dire, la valorisation, les multiples qui sont associés avec du B2B sont plus élevés que le B2C. Et puis, c'est plus facile de lever des fonds également avec un modèle B2B. Donc, c'est difficile à moins vraiment de faire ça parce que tu penses que financial inclusion et c'est vraiment ta mission. Sinon, écoute, mathématiquement, c'est difficile de faire du sens avec du B2C au Canada. Puis parle-moi un peu de ton implication avec des startups. Je sais que tu es président du conseil d'administration de FrontFunder. Puis t'es sorti. T'es pas président, t'es membre du conseil d'administration. Désolé pour la mauvaise. Non, écoute, j'aime quand tu me donnes des promotions comme ça. Je vais appeler Peter puis je vais lui annoncer la nouvelle. Exactement. Mais oui, vas-y. Pardon. Ma question, c'est pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est pour aider? Est-ce que c'est parce que
trouves ça intéressant? Est-ce que tu le fais parce que tu es un investisseur qui veut s'occuper de ses investissements? Je suis curieux de t'entendre là-dessus parce que ton LinkedIn est vraiment profond. Ouais, ben écoute, je t'avouerai que c'est un peu de tout. J'aime beaucoup travailler avec ces entrepreneurs et puis utiliser tous les contacts, puis toute la connaissance que j'ai pu accumuler au cours des années, puis l'utiliser avec eux. Donc, je dirais que c'est la première chose. La deuxième chose, les compagnies sur lesquelles je suis sur le conseil d'administration, j'ai investi. Bien souvent, c'est le contraire, c'est eux qui me demandent de venir. Et puis ça, c'est assez simple. On va être totalement transparent ici. Il y a très peu de femmes qui sont dans le fintech, et donc les comment dire, les CEO voient que j'ai l'expertise. Et en plus, je suis une femme et je peux parler en français et en anglais quand j'ai des compagnies qui sont basées à Montréal. Donc tout ça font que je dirais j'ai un conseil d'administration appeal donc tu sais, ça devient aussi après pour pouvoir être sur un CA, faut que tu aies déjà eu une expérience de CA. Bon, c'est comme ça que ça marche. Donc maintenant que j'ai des expériences de CA, écoute, j'ai plein de gens qui me demandent de joindre. Donc ça devient un cercle vertueux ou vicieux, dépendamment de comment tu le regardes. Est-ce que tu es en consultation présentement? Puis par le milieu que tu as côtoyé, j'imagine que tu as déjà réfléchi à se dire, hey, il y a un besoin. Est-ce que c'est quelque chose qui te tente de te lancer en affaires, de te lancer une fintech ou non? Pas du tout, je t'avouerai. Puis j'ai eu la chance d'avoir été contactée plusieurs fois pour joindre des organisations. J'aime le conseil. Je pense que j'ai plus d'impact avec un certain nombre d'heures avec différents CEO qu'en étant moi-même fondatrice et CEO. Je t'avouerai que c'est pas que... J'ai déjà commencé de fintech dans une vie précédente. Et je t'avouerai que j'ai encore PTSD là, donc c'est peut-être aussi un peu pourquoi ça me tente pas vraiment, pour être honnête. J'ai pas envie de remettre le couvert. Ouais. Puis je vais te poser une question sur le equity crowdfunding parce que justement tu es sur le conseil de FrontFunder. Nous-mêmes, Charles Bacon, on a fait une ronde sur FrontFunder. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir? Parce que on parlait justement des gens qui sont pas sophistiqués et qui investissent sur Wealthsimple Trade ou Robinhood. C'est sûr que techniquement, l'investissement dans des compagnies à capital fermé, c'était réservé aux investisseurs accrédités, aux gens qui ont 1 million et plus en actifs liquides. Ensuite, il y a des gens qui sont riches et stupides, mais en général, c'est des gens qui sont un peu plus sophistiqués parce que juste avec l'argent vient aussi la responsabilité puis l'accès à l'expertise, etc. Est-ce que c'est pas dangereux? Puis, tu sais, moi, je pense je crois à la démocratisation de l'investissement. Mais l'equity crowdfunding, on avait quand même hésité avant d'y aller. Et effectivement, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il y a un risque que des gens qui ne devraient pas investir là-dedans investissent? Je serais curieux de t'entendre là-dessus. Et je pense que tu investisses à travers de Robinhood ou Wealthsimple ou alors FrontFunder, je mettrais un peu tout ça dans le même sac, à vrai dire. Je pense que c'est toujours une question de qu'est-ce que tu peux te permettre de perdre. Quand j'investis dans une compagnie, j'investis jamais en me disant j'ai besoin de cet argent pour manger l'année prochaine ou pour prendre ma retraite dans 10 ans. Donc je pense que tu devrais jamais investir si tu peux pas te permettre de perdre cet argent. Mais juste parce que je suis un peu moins, c'est-à-dire que pour ma retraite, j'aimerais ça investir dans des grandes capitalisations. Là, Apple fera probablement pas faillite. Puis surtout si mon portefeuille est diversifié. Mais ce que tu dis, c'est quand tu fais de la spéculation, quand tu dis je vais dans telle compagnie parce que ça l'a bougé puis que c'est pas dans une stratégie de portefeuille. La retraite, on a des âges différents, mais les gens qui se retrouvent en 50, 60 ans, puis qui ont comme en 2008, puis qui se retrouvent avec toutes leurs économies principalement liquidées, soit parce que toutes leurs économies étaient dans le stock de la compagnie pour laquelle ils travaillaient, soit parce que le portefeuille qui a été géré était géré peut-être suffisamment convenablement, mais quand la bourse se pète la gueule, elle se pète la gueule pour tout le monde, et que ça te prend 3, 4, 5 ans pour revenir, ça reste dangereux. Donc, je pense que quand tu arrives proche de ta retraite, il
dois pas être investi dans tout ce qui est equity, tu dois être en bond, tu dois être, tu sais, ce genre de choses. Donc c'est un peu la façon dont je vois. C'est toujours une question de ton appétit pour le risque et ton timing. Quand tu investis, tu dois presque oublier. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Surtout quand on investit dans des compagnies privées où on ne sait pas quand on va avoir la liquidité. Exactement. Et bien souvent, ça reste quand même des compagnies à haut risque. Et donc, t'as aucune visibilité sur ce qui se passe. Je dis pas que tu as plus de visibilité dans le public. Tu sais, tu as peut-être des états financiers, mais bon, t'as pas plus de pouvoir d'influencer ce qui se passe dans une compagnie privée que dans une compagnie publique de toute façon. Puis, comment tu penses que la pandémie, puis le confinement et tout ça a influencé le marché justement du financement d'entreprises privées, que ce soit le capital de risque ou encore le equity crowdfunding? J'ai vu, à ma grande surprise, Frontfunders semble faire beaucoup de bruit ces temps-ci. J'ai pas eu de conversation avec eux récemment, mais je serais curieux de savoir comment le marché justement de l'investissement dans des sociétés privées a été impacté. Écoute, en mars, avril, quand tout a fermé, c'était très très difficile de lever des fonds quand tu étais une entreprise privée. Les investisseurs, que ce soit les investisseurs professionnels ou les anges, tout le monde était en train d'être assis en se demandant ce qui allait se passer. Donc, tu t'es retrouvé avec une tonne de compagnies qui avaient besoin de financement. À un moment où tout ce qui était investisseurs traditionnels ne voulait pas financer. Et donc, beaucoup de ces compagnies se sont retrouvées à regarder des moyens peut-être un peu moins traditionnels et à aller sur des plateformes comme Frontfunder. Donc, c'est ça aussi qui a accéléré l'attraction à ce niveau-là. Puis, j'aimerais ça poser une dernière question pour conclure l'entrevue parce que, tu sais, nous, on est des gens qui s'intéressent beaucoup au marché des fintechs, mais l'audience d'Arbekin, eux, c'est des gens qui veulent s'enrichir, qui veulent être plus heureux, atteindre leurs objectifs. Et on se plaint souvent, tu sais, au Canada, c'est un marché oligopolistique, comme tu le mentionnais. On est un peu pris pour acquis parce que les gens ont un taux de fidélité à leur institution financière qui est juste complètement fou. Qu'est-ce qui sont les bénéfices pour monsieur, madame, tout le monde? Là, je parle pas de faire plus de profit puis être plus efficace en tant qu'institution financière. Je parle en tant que consommateur, quelle chose positive va venir de la fintech, de la technologie financière. Donc, je parle pas forcément, ça pourrait être un service que toutes les banques vont lancer. Ça peut être qu'est-ce que des fintech, des startups comme Arbekin vont lancer, mais ça va être quoi les bénéfices qu'on devrait voir dans les 10 prochaines années selon toi? Parce que je sais que tu parles à tout le monde, tu regardes tout. Je serais curieux de t'entendre sur ça. Je pense que tu as des opportunités d'aller accéder à des pools d'argent qui ne sont pas utilisés aujourd'hui. Je vais prendre l'exemple d'une compagnie qui s'appelle Wonder. Et donc, eux, ce qu'ils regardent, c'est tout ce qui est valorisation d'œuvres d'art. Okay. Donc, évidemment, là, on parle d'une certaine tranche de la population. Tout le monde n'a pas forcément des œuvres d'art sur leur mur, mais ça te permet d'avoir l'opportunité d'emprunter contre tes œuvres d'art ou d'avoir ces œuvres d'art valorisées à leur bonne valeur pour ta gestion de patrimoine, ta retraite et ce genre de choses. Donc, c'est des choses qui vont peut-être être plus niches, parce que ce qui s'est passé énormément avec les fintechs, c'est qu'elles ont regardé où les grandes institutions financières opéraient, puis elles ont répliqué des choses de façon beaucoup plus agréable pour le client, mais ça ne donnait pas vraiment des produits ou des services très différenciés. Donc, je pense que ce sera plus des choses niches qui seront développées avec l'idée, dès le début, d'être en partenariat avec des gros joueurs, plutôt que des compétiteurs de la finance. Donc, si je comprends ce que tu viens de dire, ce serait de la même manière qu'avec Frontfunder, les gens ne pouvaient pas faire des investissements d'ange. Frontfunder permet à monsieur, madame, tout le monde d'investir dans une compagnie privée. Donc, la différence entre ce qui est possible financièrement pour quelqu'un qui n'est pas une grande fortune, comme tu parlais de l'investissement dans l'art, techniquement, pour acheter un Rembrandt, faut quand même faire plus que le salaire minimum. Là,
on va fractionner ça, puis ce marché-là va devenir plus accessible, puis on peut imaginer que d'autres services ou d'autres marchés d'investissement vont peut-être s'ouvrir à monsieur, madame, tout le monde. Et tu le vois déjà pour tout ce qui est immobilier, où tu peux aller acheter des parts d'immobilier. Avec les REITs. Exact. Disons pas nécessaire. Le problème du REIT, c'est que tu te retrouves à acheter une compagnie qui a. Oui. Donc, tu dois être assez confiant que la façon dont ils vont sélectionner leurs investissements en immobilier seront les mêmes que les tiens. Mais tu parles d'investissement direct en immobilier, genre le crowdfunding immobilier, par exemple. Exactement. Donc, où tu peux te dire, bon, moi, j'ai pas forcément de l'argent pour acheter quelque chose à Toronto qui coûte les yeux de la tête, mais je veux quand même investir dans l'immobilier. Mais pendant que je le fais, peut-être que plutôt que de mettre tous mes œufs dans le même panier, je vais le faire sur 10 propriétés différentes. Donc, tu as une compagnie comme Buy Properly qui offre ce genre de choses où tu peux investir en tranches. Okay. Parce que sinon, si tu réfléchis, si tu investis dans une compagnie comme Blackstone, techniquement, tu as accès à tout ce qui est investissement en private equity, mais front funder, ça te permet aussi de sélectionner les compagnies peut-être qui sont alignées avec tes valeurs. Même chose pour un REIT par rapport. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui vont être importantes. Les générations plus jeunes que moi sont très, très, très impliquées dans tout ce qui est social et impact. Et je pense que ça va aussi être quelque chose que tu vas voir beaucoup dans la FinTech demain. OK. Parfait. Merci beaucoup, Peggy, pour partager ton expertise avec nous aujourd'hui. Super. Merci beaucoup pour l'invitation.